qui ressentait déjà pendant la guerre comment la situation était dure et difficile, mais pas seulement ça, que c'était vraiment, au lieu d'être le grand triomphe de la volonté du peuple allemand comme Hitler l'avait voulu, que c'était vraiment un désastre à la fois de la morale d'un peuple, mais aussi de toutes les sortes, aussi dans les relations personnelles, comme tout était mensonge, tout était devenu mensonge dans les relations personnelles aussi. Tout était effondré. Oui. Et c'est ce regard que vous avez porté. Oui. Eh bien, on va voir aujourd'hui l'actualité allemande, mais plus précisément, il y aura un très long sujet sur le cinéma allemand de l'époque nazie, avec naturellement les dignitaires qui en parlent, et vous êtes là pour nous donner vos impressions. In Anwesenheit des Führers fand vor der Feldherrnhalle in München der feierliche Staatsakt für den verstorbenen Botschafter SA-Obergruppenführer Hermann Kriebel statt. Hermann Kriebel war einer der ältesten und treuesten Mitkämpfer Adolf Hitlers. Der Stellvertreter des Führers zeichnete in seiner Ansprache ein Lebensbild des Verstorbenen als Soldat und Revolutionär. Der Weg Hermann Kriebels sei nur geleitet gewesen von der Liebe zu Deutschland und vom steten Kampf für das Reich. Der Reichsmarschall besuchte seine Flieger im Westen. Hauptmann Ösau, der nach seinem 40. Abschuss vom Führer mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz ausgezeichnet wurde. Oberstleutnant Mölders, der kürzlich seinen 56. Abschuss erzielte, erstattet Bericht. Generalstabsbesprechung. Rechts neben dem Reichsmarschall General der Flieger Jeschonek und Generaloberst Grauert. Links Generalfeldmarschall Kesselring und General der Flieger Lörzer. Der Reichsmarschall beim Führer auf dem Berghof.
Der Duce und der Caudillo trafen sich im Beisein des spanischen Außenministers Serranier in der italienischen Stadt Bordighera. In der Unterredung zwischen den beiden Staatsmännern wurde die Übereinstimmung beider Regierungen in allen interessierenden Fragen festgestellt. General Moscardó, der heldenmütige Verteidiger des Alcázar. Der neue japanische Botschafter, Generalleutnant Oshima, traf in der Reichshauptstadt ein. In Vertretung des Reichsaußenministers begrüßt Staatssekretär von Weizsäcker den neuen Botschafter, der schon einmal diplomatischer Vertreter seines Landes in Berlin war. Die japanische Militärkommission, die kürzlich in Berlin vom Führer empfangen wurde, besuchte Formationen der Luftwaffe und des Heeres im Westen. General Yamashita, der Führer der Abordnung. Besichtigung einer Propagandakompanie, in deren Reihen auch die Filmberichter der Deutschen Wochenschau stehen. Volksdeutsche aus Litauen kehren heim ins Reich. Auch sie folgen dem Ruf des Führers. Abschied vom Hof, der Generationen Heimat war. Jedes Gepäckstück erhält seine Nummer. Nichts darf verloren gehen. Die Partei sorgt an der Grenze für freundlichen Empfang. Auf deutschem Boden. Auf dem Altstädter Ring in Prag fand die feierliche Vereidigung der SA-Standarte 52 und die Übergabe der Sturmfahnen statt. Der Stabschef der SA, Viktor Lutze, schreitet die Front ab. Der Reichsprotektor Freiherr von Neurath begrüßt den Stabschef. In seiner Ansprache dankt der Stabschef seinen Männern für den bisherigen Einsatz. Kriegstagung der Reichsfilmkammer in Berlin. Hier einige unserer bekanntesten Filmdarsteller und Regisseure. Paul Hartmann und Willy Birgel. Heinrich George im Gespräch mit Regisseur Schweikart. Matthias Wiemann. Heinz Rühmann und seine Frau Hertha Feiler. Will Dom und der Regisseur Stemmle. Leni Riefenstahl. Ministerialrat Dr. Hippler. Neben Paul Hartmann Professor Karl Ritter. Hans Steinhoff. Ferdinand Marian.
Ça c'est Ferdinand Marian, c'était le diable des fascistes, c'était le diable dans les films national-socialistes. Il a joué tous les criminels, il a joué le fameux Zus, qui était le juif Zus, qui était le film de propagande, qui d'ailleurs sortait une demi-année devant cette émission des actualités et qui a fait un très très grand succès d'ailleurs. Et puis on a vu d'autres personnages. Oui, Hitler, c'était lui qui a remplacé, c'était le souhait de Goebbels d'avoir Fritz Lang en 1933 comme intendante de la Reichsfilmkammer, chambre de cinéma allemand. Mais Fritz Lang, quand il a eu cette proposition, il est tout de suite parti aux États-Unis. Donc il fallait le remplacer. Et on a choisi Hitler, qui a été l'intendant, ça s'appelait, de la Reichsfilmkammer et qui surveillait tous les films. Et qui, ensemble avec Goebbels, a travaillé sur toute une collection d'idées sur le cinéma national-socialiste qu'ils ont vraiment magnifiquement, dans leur sens, établi parmi les cinéastes, parmi les spectateurs. Mais il faut dire que ce cinéma n'était pas subventionné, c'était un cinéma quand même commercial. Il y avait une banque qui donnait des crédits et le cinéma faisait les films. Et puis après, ça devrait se rembourser. Ce qui veut dire que son succès était un vrai succès. Ça veut dire que son succès était un vrai succès, mais c'était très très bien préparé. Hein. Il y avait tous les moyens possibles pour les grands films qui étaient regardés comme les grands films. Par exemple, Le Juif Sus, ça coûtait très très cher. Un autre film que vous avez vu, Steinhoff, c'était le général Kruger, qui aussi était tourné à l'époque même de cet extrait-là qu'on a vu. C'était plein de films historiques, surtout, qui ont été tournés à cette époque-là, avec beaucoup de moyens, parce que Goebbels croyait beaucoup dans l'efficacité du cinéma sur l'esprit, sur la psychique humaine. Et dans le discours qu'il a fait là justement à cette rencontre-là, il a parlé de cet effet sur la psyché, oui. Sur la psyché des êtres humains, et qu'on doit l'influencer, mais pas à travers des mots, mais à travers l'image, l'imaginaire, parce que il faut, comme il disait, il faut parler à leur émotion. Il faut faire vivre leur émotion pour le national-socialisme. Et il jugeait que l'image et la musique sont plus fortes que les discours. Oui, il y avait aussi des sujets qui parlaient des médecins, des grands médecins comme Robert Koch ou Paracelsus, des histoires comme ça. Et pourquoi les médecins ? Moi, je pense que les médecins, c'est pour les gens, ce sont un peu des demi-dieux qui représentent la recherche scientifique pour les êtres humains. Mais les êtres humains, devant les médecins, ils sont mis dans une situation de patience. Ils s'appellent patients. Oui. Alors, comme le peuple allemand était mis dans une situation de patience, devant leurs héros. Ils ont le pouvoir sur le corps humain, oui. Comme Hitler a le pouvoir sur le corps social. Et là, vous voyez aussi la différence entre le cinéma auquel moi j'ai cru et que moi j'ai essayé de faire, et ce cinéma-là. Moi, je ne voudrais pas que le spectateur soit mis dans une position de patience, mais dans une possession de réflexion, et d'une réflexion qui est guidée par l'émotion aussi, mais pas seulement l'émotion, parce que je crois que l'émotion, c'est quelque chose qui est tellement facilement à manipuler, comme on l'a vu dans ces films-là dont on a parlé. On va voir la suite du document, et ensuite nous reparlerons alors de votre cinéma actuel en Allemagne, comparé au cinéma nazi, pour voir un petit peu les différences qu'il y a entre les deux. Oui. Reichsminister Dr. Goebbels trifft ein. In seiner Begleitung der Präsident der Reichsfilmkammer, Professor Karl Fröhlich. Dr. Goebbels gab in seiner Rede einen Überblick über das gegenwärtige deutsche Filmschaffen, das trotz des Krieges nicht nur seinen Fortgang nimmt, sondern immer neue Meisterwerke der Filmkunst hervorbringt. Es steht heute an der Spitze der europäischen Filmproduktion. Im Verlauf seiner Ausführungen gab Dr. Goebbels den Filmschaffenden neue Richtlinien für ihre Arbeit. Zum Abschluss der Kriegstagung der Reichsfilmkammer fand am darauffolgenden Sonntag ein großer Filmvolkstag statt. Bekannte Darsteller stellten sich in den Dienst des Kriegswinterhilfswerkes,
dem ein großer Geldbetrag zugeführt werden konnte. Jenny Hugo, Paul Kemp und viele andere Filmschaffende müssen Autogramme geben. Malheur hier! Was? Ja, bleib mir einen Moment. Gib mir gleich zurück. Ja, doch mal. Polizeisportfest in Deutschlandhalle. Reichsführer, SS Himmler und General der Polizei der Lüge. Eine Fülle von Vorführungen und Wettkämpfen zeigte den hohen Stand der körperlichen Schulung unserer Polizei. Die Hindernisstaffel wird in voller Uniform gelaufen. Ein Fliegerhorst an der Küste Siziliens. Deutsche und italienische Maschinen werden startfertig gemacht. Ein General besichtigt eine Zerstörergruppe. Kampfflugzeuge starten zum Angriffsflug nach Afrika. Unter uns Tripolis. Ein abgeschossenes englisches Kampfflugzeug. Auf einem italienischen Feldflughafen wird eine Zwischenlandung vorgenommen. Die Besatzung benutzt den Aufenthalt zu einem kurzen Ausflug in die Umgebung. Basar von Tripolis. Deutscher Hilfskreuzer im Atlantik. Die deutschen Hilfskreuzer, die der englischen Handelsschifffahrt auf allen Weltmeeren immer empfindlichere Verluste beibringen, versenkten nach einer zusammenfassenden Meldung des Oberkommandos der Wehrmacht bisher 670.000 Bruttoregistertonnen. Schweinsfische begleiten den Hilfskreuzer auf seiner Fahrt. Ein erfrischendes Bad in der Tropenhitze. Am nächsten Morgen. Ein großer Segler. Signal, sofort beidrehen.
Uhr geht das Brisenkommando von Bord. Ein Neutraler im Solde Englands. Die Besatzung des Seglers setzt zum Hilfskreuzer über. Wer für England fährt, fährt in den Tod. L'hymne à l'Angleterre, contre l'Angleterre, que vous avez entendu, se retrouve chaque semaine. Ah oui. Et vous avez vécu cela comment? Vous, pas vous, mais votre mère, si j'ose dire. Est-ce que cette anglophobie était aussi virulente après la guerre que pendant la guerre? Cette anglophobie, et c'est surtout dans les films de cette époque-là. Par exemple, Zara Leander, elle a joué dans un film qui s'appelait Herz der Königin, le cœur de la reine. Elle a joué Maria Stuart, et c'était la lutte contre Élisabeth d'Angleterre. Alors c'est évident que ça doit émotionner les gens contre l'Angleterre. Il y avait aussi le film Le Général Kruger, c'était pour dire aux Allemands comment les Anglais avaient joué mal sur les bourgs, et il avait même créé des champs de concentration. Alors en général, il y avait une haine partout contre l'Angleterre, mais l'Angleterre en tant que pays colonialisateur et en tant que pays de retraite des Juifs, parce qu'il y avait beaucoup de Juifs allemands qui étaient partis en Angleterre. L'Angleterre aussi comme un endroit où tout se vendait pour de l'argent. Alors on voit toujours les forces de l'Angleterre comme des forces complètement et à la fois sophistiquées, décadentes et capitalistes au pire des sens. Et alors ce type de propagande, ce type de discours, ce qui est assez étrange, c'est qu'il s'est perpétué même après la défaite de Hitler. C'est beaucoup plus tard que vous autres, vous avez réagi avec un cinéma totalement différent. Oui, c'était seulement dans les années 60, 70 que ça a commencé à bouger un petit peu. Avec une exception, je veux dire, c'est Wolfgang Staudt qui a fait des films pendant, déjà après 45 jusque les années 50, 60, qui étaient vraiment des films avec une grande réflexion sur ce qui s'était passé. C'était presque le seul, parce que le cinéma jusque nos temps là, c'était un cinéma pas seulement de l'oubli, mais pire, il y avait pas mal de gens qui avaient survécu. Par exemple, vous voyez là dans cette rencontre de la Reichsfilmkammer, vous voyez plusieurs gens qui ont continué à travailler dans le cinéma après 45. Par exemple, Heinz Rühmann, c'est un personnage qui a joué des grands rôles pour les fascistes, et après il a continué. Et plusieurs d'autres, ils ont fait des films, Rabenal, des Hart, beaucoup de gens qui ont fait des films pendant le temps des fascistes et qui ont continué à faire du cinéma. Et pas seulement comme comédiens. Non, il y avait des réalisateurs, des scénaristes, des gens qui ont vraiment jamais arrêté de travailler. La vraie coupure s'est faite après. Pas vraiment, parce que ces gens-là, et surtout les producteurs qui les ont fait jouer et écrire et mettre en scène, c'était les mêmes producteurs souvent, et qui ont continué à travailler et qui travaillent, il faut le dire, encore. Ça veut dire, pour le moment, le cinéma allemand, dont moi je fais partie, ce cinéma des années 70, des années 80,
Il y a beaucoup de gens qui nous rapprochent d'avoir chassé les spectateurs des salles et qui pensent qu'il faut faire revivre ce cinéma encore une fois parce que ça a fait des entrées. Autrement dit, en Allemagne, alors qu'en France, on vous apprécie énormément, en Allemagne, on vous reproche, au fond, d'avoir rappelé des choses qu'il ne fallait pas dire. Je crois, oui. C'est ça. C'est vraiment une grande difficulté aussi pour le moment, pour la Réunion allemande. Je crains que cet esprit de, je sais pas, de Heimatfilm et de films sur des médecins, des choses comme ça, qui n'ont jamais été contestés, que ça continue. Et que c'est peut-être la seule chose dans le cinéma et dans la télévision allemande qui continue sans arrêt. Mhm. On va voir maintenant les actualités anglaises. C'est tout à fait différent, bien sûr. Miss Florence Franklin, a typist in the shipbuilder's office, won the ballot for the honor of launching her firm's latest vessel, the Empire Corel. She, the ship, is a tanker and will be a useful addition to our merchant navy, which is standing up so well to the Nazi efforts to cripple our seaborne trade. As the new ship reaches the end of the slipways, almost before she is waterborne, there follows a scene which gives proof of the intense activity in all our shipyards today. The keel plates of the next ship to be built are laid almost before the ways are cool. That's Britain today. And now we slip across the Atlantic to watch a ship slip sideways down the slipways on, what do you think? Bananas. You heard bananas. The builders decided that as they were short of grease to lubricate the slipway, they'd use banana skins, which have proved themselves so often as slip producers. 3.5 tons of bananas are skinned and cut up. The biggest banana split in history. It's the fruitiest launch ever. It looks like a lot of banana oil, but anyone who ever stepped on a banana skin will say, maybe they got something. And now all is set for the great skid. Out of the way, gentlemen, if you please. The 7,000-ton Cape Lookout is on her way from the Strand to the sea. And talking of the Strand reminds me that, yes, we have no bananas. A Congo riverboat carrying 600 Belgian inhabitants of the capital town of Leopoldville arrives at Brazzaville flying the colors of all the Allies. They are visiting the neighboring state of French Equatorial Africa to express their sympathy with the Free French cause. The people of Brazzaville have broken with the Vichy government and loyally stand with the colonial High Commissioner, General de Lamina, to carry on the struggle. Appointed by General de Gaulle, he recently commanded successful raids into southern Libya against the Italians. Monsieur Eboué now becomes Governor General of French Equatorial Africa in recognition of his services in raising the standard of revolt in Chad territory against Vichy. The momentous ceremony included an inspection of colonial sharpshooters, men who are proud to fight on beneath the new tricolor of Free France. Superimposed on the flag is the Cross of Lorraine, which General de Gaulle has adopted as the symbol of his movement. Unlike the French military and civil leaders in the Vichy colonies who have refused to continue the fight, the inhabitants of the Congo remember the German atrocities of the last war and remain faithful to the Entente Cordiale. Je voudrais seulement dire un mot pour signaler que cette actualité anglaise qui montre la France libre, ici en AEF, en Afrique équatoriale française, plus tard, dans quelques minutes, on va voir De Gaulle, même avec Churchill, inspecter des tanks. Cette actualité anglaise montre très souvent les Français libres. Et c'est d'autant plus frappant qu'à cette époque, février 1941, les rapports ne sont pas très bons entre De Gaulle et les Anglais, parce que De Gaulle a échoué, comme on sait, en Afrique occidentale, que Churchill essaye encore quand même de se rapprocher de Pétain s'il le peut. Naturellement, De Gaulle n'en est guère satisfait. Et cette situation est assez trouble, en vérité.
Mais on la cache et on encourage, en quelque sorte, les Français, on les montre un peu partout pour que plus nombreux encore ils soient avec l'Angleterre et les démocraties. C'est quand même très frappant de voir, moi je suis surpris après coup de voir combien de fois et combien de fois encore on montre ces Français libres aux actualités anglaises. Alors qu'on croyait qu'on les avait un petit peu mis de côté et effacés. American aircraft production speeds up as hundreds of planes destined for Britain take shape in factories all over the USA. 7,000 parts, accurate to the nth degree, must be made before a single engine can be assembled. When completed, each motor goes on a testing bench for a 10-hour check by expert observers. Thousands of pounds worth of mechanical perfection is then mounted in fighter aircraft, and the test pilots take over. They look fine. Now put them into cases and bung them over here. A new aid to safety for our merchant seamen is tried out when an unsinkable raft is demonstrated by its inventor. It can be launched either way up and is released in a few seconds by a kick or automatic floating mechanism. From lockers on the raft, weather boards are taken and a sail rigged up. With the help of paddles, it can be maneuvered easily. It's the invention of a ship repairer who has made a gift of his patent to the nation. Now meet Mr. R.S. Chipchase, who refuses to make money out of saving life in wartime. It's the gift of the Bakers' Union, a grand birthday cake that's worthy of a great occasion. And there's a birthday ball. The president was so busy, he said he hadn't time to listen to a speech made by Hitler. It's a proud occasion for Mrs. James Roosevelt, the president's mother. In Washington, the president's wife samples the cake in the presence of a crowd of celebrities, many of them film stars. With them, we wish him many, many happy returns of the day. The King and Queen, accompanied by Mr. Herbert Morrison, inspect air raid damage in Manchester during their visit to cities which have borne the brunt of enemy attack. A friendly chat here and there, and words of encouragement to everyone is the keynote of this visit of their Majesties to the stout-hearted people of Lancashire. The Royal Exchange is but one of the well-known buildings to suffer. Later at Stoke-on-Trent, the King and Queen visit a large pottery works. A happy occasion for the workpeople who give their Majesties a real Stoke welcome. Let's forget the war for a bit and hop over to Florida for a little relaxation. It's the final for the Miami-Biltmore Women's Golf Crown, and a big gallery is there to see fair play. Fair's not the word, it's deuced good. Betty Hicks puts a pretty one. Oh, hard luck. Grace Amory, the title holder, wants to keep the title, but the little ball has other ideas. And now Betty Hicks goes all out to win, dropping a 12-footer that's a real beaut. She certainly has what it takes. That trophy's a good start for a sideboard collection. Betty's a good bet. More light relief from the war while we take a look at top-line table tennis. Referees and audience have to be in good condition. To me, from you. These international champions leave the onlookers completely fagged out. The finalist in this Battle of the Giants has completely wrecked one spectator. For 2 whole days, these American exponents have been biffing that ball backwards and forwards. The only possible way to stop them now is for one of them to win or for someone to call the game ping-pong. There's always a loser. There's something about the game that gets you. The Germans are trying to burn down our cities. They rain down incendiary bombs from the sky. One bomber alone can carry 1,000 incendiaries on one trip.
Yet this great danger can be dealt with by these simple weapons and by you yourselves. Simplest case first, the bomb in the street. Pick up a sandbag from the nearest lamppost or doorway. But wait a minute, the bomb may explode. So hold the sandbag in front of you as a shield. Now go up to the bomb and dump the sandbag right on top of it. Don't pour the sand out. In about 2 minutes, the sandbag will have smothered the bomb. For indoors, the stirrup pump and the pail of water are much the best. Any time now, a firebomb may come crashing into your bedroom. What does the family do? Number 1 takes the hose. Don't forget a torch and hatchet. Number 2 takes a bucket of water. She's going to work the pump. Number 3's job is to keep the pump bucket full. Mind how you open the door, or you may get a gust of flames in your face. All right. Start the pump working before going in. Don't be afraid of smoke. Crawl forward on your stomach and keep your head well down to avoid the fumes. Near the floor, the air's fresher, and you'll be able to see better. The nozzle on the hose has 2 fittings. One's a spray, and the other's a jet. There's a lever on the nozzle which changes over from the jet to the spray. If part of the room is alight, aim the jet there first. With a stirrup pump, you can easily save a house which is already in flames. Turn the spray on the bomb later. The bomb should be under control in about 2 minutes. When the bomb's out and the fire apparently extinguished, hunt round for any hidden smouldering, on the floorboards, for example. This is where your torch and hatchet come in. This is what Hitler's trying for. But you yourselves can reduce it to this. Mr. Churchill goes among the tanks. The visit is to witness operational exercises of all types of mechanized equipment. The men of the Tank Corps announce his arrival and in an unmistakable manner tell you how welcome he is. It was in the last war, when the tank was first conceived, that Mr. Churchill, with others, saw its vast potentialities as an offensive weapon. It was he who sponsored the idea, and thus, by keen judgment, brought into being the first mechanized fighting unit. Today, the tank is the most potent weapon of land attack. The very methods of warfare have changed as a result of the rapid development of mechanization. General de Gaulle, who knows better than most men the essential importance of these land battleships, is also present with General Sikorsky. With Mr. Churchill, they see methods by which General Wavell cleared the Italians out of Cyrenaica. Dawn over Table Mountain heralds another triumph for the Queen Elizabeth. With the official publication of the news that the world's largest and fastest liner crossed unescorted from New York to Cape Town, we present this exclusive Pathé camera record of her arrival in Table Bay. As we gaze down from the air on the 85,000-ton Mistress of the Seas, we recall her historic maiden voyage made secretly across the Atlantic when the U-boat menace was at its worst. This latest trip is no less an achievement. Although she traveled nowhere near top speed, she did New York to Trinidad in 4 days and Trinidad to the Cape in 10 days. Some idea of her tremendous proportions can be obtained from this picture. She has 14 decks, and you can walk over 22 miles without covering the same route twice. The Queen Elizabeth is a giant tribute to British craftsmanship, and this successful crossing once again proclaims our supremacy on the seas. On the eve of the Nazi invasion of the Netherlands, this Dutch cruiser, still in an unfinished state, sails secretly from dockyards across the channel to a British port. Today, aboard the warship for the first time, and surrounded by loyal subjects, Queen Wilhelmina compliments the officers and crew. A simple but inspiring ceremony aboard a gallant ship now ready to hit back at the invaders of Holland. Cheers for the Queen and then the Netherlands resound throughout the port.
The heroic resistance of the Dutch will one day reap its full reward. Among those present at a recent investiture by the King were Major General Naylor, awarded the CBE, Canadian Flying Officer Russell, who received the DFC, and Major Williams, MBE. Lord Provost Steele of Edinburgh was honoured with a knighthood, as was also Lord Provost Dolan of Glasgow, on the right, seen here with Squadron Leader Johnston, DFC. Another RAF hero to be honoured was Pilot Officer Sheehan, DFC, the same decoration going to Pilot Officer Benyons. The DSO was awarded to Lieutenant Commander Golding. As always, the Navy was there. At the Marquis of Queensberry's big afternoon boxing tournament in aid of the RAF Benevolent Fund, aircraftsman Eric Boone, British lightweight champion, easily outpoints Corporal Dave Finn, the tough Aldgate glove thrower. Six-round contests by some of the big names in boxing give fight fans their money's worth. Eric goes all out now for a decision, letting fly with all he's got. Well, the pace is too hot for Dave, and Eric goes to his corner, the winner. Now for some of the highlights from the fight between ex-world flyweight holder Corporal Peter Kane, wearing dark trunks with a stripe, and Corporal Teddy O'Neill. Teddy recently knocked out Peter in a couple of rounds in a recent RAF camp tournament. So now Peter goes into his opponent with all 8 guns blazing. Incidentally, all the contestants are in the Air Force, so they're keeping an eye open for Max Schmeling, who has become one of the Nazi paratroops. Peter Kane goes to work now with short-arm jabs to the body. By the way, those trunks he's wearing belong to Tiny Bostock. Peter lost his own on the journey to London, so he's breaking in a pair of pants for a friend. And there goes Teddy through the ropes. Peter comes in strongly in the last round and knocks the stripes off Corporal Teddy, thereby winning a share in the afternoon's talent money, while the Benevolent Fund netted over £5,000. In the wild and rugged country of southern Albania, the Greeks are still pushing steadily forward after the retreating Italians. Ancient stone bridges destroyed by the fleeing Wops are replaced by wooden structures by Greek engineers. The snow-covered peaks around Tepeleni echo to the sounds of battle. The sodden roads, now churned into a quagmire, are all but impassable, but working like Trojans, they push on after the enemy. Upwards and onwards into the mountains, where deep snow now adds to their difficulties, the Greeks advance to harass the Italians in their precarious positions. At the eastern end of the line, the frozen skeletons of Italian aircraft litter the countryside, tributes to the gallant Greek Air Force and our own brave flyers. As in Libya, so in Albania, stores and equipment in huge quantities are left behind in the Great Retreat. Machine guns, rifles, grenades, and all the equipment of the Italian forces have flung aside in the haste to avoid the vengeance of Greeks. In a mountain glade lie many of those who were misguided enough to throw in their lot with a black-hearted man who fought to secure victory without fighting for it, while thousands of the more fortunate become prisoners in the hands of a clean fighting foe. All honor to our gallant allies, the Greeks. Thomas Sanders, comme cinéaste, vous voyez les actualités anglaises, vous avez vu des allemandes, comment vous les jugez? Je les ai vues chez moi avec ma fille. Et quand ma fille a vu les actualités allemandes et après les actualités anglaises, elle a dit « C'est atroce, les actualités allemandes, ce sont des hommes de machine, ce sont des hommes tout en uniforme, ils ne parlent que de la mort, et ils sont toujours comme ça, très... Il n'y a aucune chose vivante chez eux, c'est tout à fait la pose...
Et elle a détesté, elle s'est rappelé le film de Chaplin qu'elle avait vu, Le Grand Dictateur, où Chaplin à la fin parle aux hommes en disant « vous ne devenez pas des êtres machines ». Et elle a vraiment par ça compris ce que c'était le national-socialisme allemand, comment c'était inhumain, juste par l'aspect. Ça, c'est une réaction de votre fille que vous comprenez bien, et nous avec, bien sûr. Il reste que quand on voit les gens plus âgés, les actualités allemandes, 1000 fois déjà, on nous a dit qu'elles étaient bien faites, qu'elles étaient sublimes. C'était même bouleversant d'être encore prisonnier de ces images 50 ans après. Comment était-elle si prenante? Pourquoi était-elle si prenante? Parce que d'abord, cette Neue Deutsche Wochenschau qui se montre là, ça s'est fait des quatre maisons d'actualité qui étaient mises ensemble à l'époque, juste à la fin de l'année 40. Et ils avaient des moyens, mais énormes. Hitler, qui avait l'habitude de voir un film par jour dans le soir après le dîner, il regardait surtout les actualités, et Goebbels lui-même s'appelait ministre de l'information et de propagande. Alors pour eux, ça allait ensemble, l'information et la propagande. Et pour l'information, bien sûr, vu de leurs yeux comme un moyen de propagande, ils donnaient tous les moyens possibles. Et il faut dire, quand on voit les deux actualités, quand on regarde un peu la situation d'aujourd'hui, alors qu'est-ce qui est devenu de Pathé? Pathé, pour le moment, est dans une situation... Pathé, c'est une maison anglaise. Et française aussi. Oui, mais elle est en position de pouvoir acheter MGM, Metro Goldwyn Mayer. Tandis que la situation de la maison où ces actualités étaient faites, la UFA, c'est dans une situation atroce. Même si les studios, les matériels ne sont pas coupables de ce qui s'est passé, bon, l'histoire se venge sur ces... Sur la UFA. Oui. Eh bien, c'est presque une parole de la fin. Merci Elma Sanders de nous avoir si bien informés, vous, une grande cinéaste, sur un cinéma qui était votre ennemi, votre adversaire, puisque vous avez lutté pour une vue plus juste de l'humanité. Oui, mais je me bats aussi pour un cinéma que je vois devant moi, un cinéma européen qui réunit pas les forces mortelles, mais les forces vivantes de l'Europe, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, et d'en faire un vrai cinéma pour les spectateurs, et qui nous plaît aussi à nous. Merci.